Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par ITI. Aujourd'hui, on a un autre épisode dans notre série de mini-classes de maîtres axé vraiment info nuagique et Azure. Aujourd'hui, on va parler de gestion de la sécurité. Bienvenue à tous. Alors, pour aujourd'hui, vos présentateurs, moi-même, Jean-Philippe Poulain, architecte de solutions infonuagiques chez ITI, donc vraiment axé côté Azure. Euh, Puis juste pour une petite introduction, ça fait maintenant au-dessus de 12 ans à peu près que je travaille dans l'informatique. Auparavant, d'expérience aussi avec des fournisseurs infonuagiques. Donc vraiment, je navigue les eaux infonuagiques depuis plusieurs années et avec un focus vraiment sur Azure depuis maintenant environ 7 ans. Je vais laisser la parole à mon collègue Pierre pour s'introduire. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Pierre Franqueur. Je suis architecte de solutions spécialisé en cybersécurité. J'ai un petit peu plus de 20 ans d'expérience en TI. J'ai majoritairement comme architecte intégrateur. Donc, j'ai travaillé avec une panoplie de technologies au niveau système, du Microsoft, du Unix, Linux. J'ai fait du stockage, j'ai fait du réseau. J'ai travaillé quand même une bonne période de temps aussi à faire des essais de relève, ce genre de choses-là. Donc, j'ai une expérience quand même assez variée et aujourd'hui, j'utilise cette expérience variée et diversifiée-là dans le domaine de la cybersécurité. Donc, c'est un petit peu mon parcours. Merci Pierre. Donc, euh, Aujourd'hui, au courant du webinaire, gênez-vous pas, posez des questions via le clavardage, via la section Q&R, questions-réponses de la fenêtre Teams. On a des gens, des collègues et nous-mêmes, en fait, qui sont présents aussi pour répondre à ces questions-là. Soit qu'on va les adresser au fur et à mesure quand c'est pertinent, sinon, évidemment, on se garde du temps aussi à la fin pour y répondre. On devrait avoir une dizaine de minutes au moins pour adresser tout ça en fin de présentation. Euh, pour vous mentionner aussi, évidemment, les gens côté ITI, bon, c'est pas tous les gens qui sont présents sur la diapositive aujourd'hui, mais on a vraiment une équipe complète, au niveau Azure aussi, mais par extension au niveau sécurité. Sous nos vice-présidences, on a des équipes de vente spécialisées, des architectes, soit côté Azure, soit côté sécurité. C'est vraiment des rôles distincts. On a également des gens en livraison qui sont spécialisés pour ces deux pratiques et du côté gestion de projet pour venir épauler et encadrer tout ça. Donc, on a vraiment une équipe complète à tous ces égards pour vous assister. Alors, sans plus tarder, au niveau de ce que nous allons discuter aujourd'hui, alors, euh, premièrement, on va faire une petite mise en contexte, se situer, s'assurer que tout le monde est clair sur la portée de la présentation. On va adresser différents sujets. Il y en a plusieurs de listés, mais ultimement, donc, on les regroupe un peu comme suit. Alors, la gouvernance, conformité standard, qui est quand même un gros morceau en soi. On va également parler de responsabilité partagée, un concept très, très d'actualité aussi. On va parler un petit peu plus technique côté défense en profondeur et le modèle Zero Trust ou confiance nulle, mais on risque de s'en tenir à Zero Trust, c'est un petit peu plus évocatif. On va parler de résilience et de l'humain dans l'équation, parce qu'il n'y a pas juste des technologies dans tout, c'est ce qu'on va voir. Et on va clôturer le tout par la suite et laisser de la place aux questions. Alors, sur cette note, je vais passer le micro à mon collègue Pierre. Merci, Jean-Philippe. Donc, au niveau de la mise en contexte, il y a toujours des questions à se poser au niveau de la cybersécurité ou de la sécurité de l'information. La première même de ces questions-là, et c'était le nom du webinaire en question, c'est Mon entreprise est-elle à risque? C'est une question qui est relativement facile à répondre. La réponse à ça, c'est oui. Et je veux pas dire ça de façon alarmiste. Le but, c'est pas de faire peur. Ah, vous êtes à risque, et ainsi de suite. Non, c'est juste que le risque zéro n'existe pas. Donc, il y a toujours un risque.
On en a dans toutes nos organisations. Je veux dire, même dans nos vies, je veux dire, le matin, quand on prend notre auto pour aller travailler, il y a un risque qui vient avec ça. Le risque nul n'existe pas. Donc, la deuxième question qui vient suite à ça, c'est est-ce que les risques sont acceptables? Et quand on parle d'acceptable, c'est est-ce qu'on a identifié nos risques correctement par rapport à notre organisation? Est-ce qu'on a mis en place ce qu'il faut pour mitiger ces risques-là jusqu'à en arriver à avoir des risques résiduels qui sont acceptables? Donc, vraiment, quand on en arrive à, à accepter les risques, c'est qu'on est conscient de ces risques-là, on est capable de vivre avec ces risques-là parce qu'on les a mitigés au point de les rendre acceptables. Et je dirais la question la plus importante de toutes, suite à cette évaluation de risque-là, c'est mon entreprise est-elle résiliente? Parce que c'est un petit peu la clé de nos jours au niveau de la sécurité de l'information, au niveau de nos opérations, c'est la résilience. Comme je disais, on ne peut pas complètement éliminer les risques. Est-ce qu'on peut être résilient face à ces risques-là? Donc, la résilience, c'est OK, on a mitigé nos risques, on a réduit au maximum ce qu'on pouvait, on a des risques résiduels. Est-ce qu'on a ce qu'il faut en place pour pas, je dirais pas survivre, mais pour assumer ces risques-là, en fait, s'ils deviennent une réalité. Parce qu'un risque, c'est une éventualité euh, qui pourrait survenir. Donc, éventuellement, là, quand on passe du risque éventuel à le risque s'est avéré, donc un incident, un désastre, est-ce qu'on a les mécanismes, est-ce qu'on a les solutions en place pour réduire les impacts? Est-ce qu'on est résilient? Donc ça, c'est vraiment la question importante à se poser. Puis aujourd'hui, justement, on va discuter de comment est-ce qu'on peut réduire les risques, comment est-ce qu'on peut aussi être résilient par rapport à ce qui reste comme risque. Donc, pour débuter, à ce niveau-là, on va parler de gouvernance, conformité et standards. Au niveau sécurité de l'information, on va surtout, en fait, ça se ressemble, là. Un acronyme qu'on utilise beaucoup, c'est GRC. C'est pas la gendarmerie royale canadienne, pardon. C'est la gouvernance, risque et conformité. Donc, qu'est-ce que la gouvernance? La gouvernance, ça va être l'ensemble des politiques, standards, processus, procédures, lignes directrices d'une organisation. C'est propre à l'organisation. Je donne un exemple. Si on parle de gouvernance des technologies, admettons, euh, une organisation dit, ah, on va accepter que les usagers utilisent leur appareil personnel, ce qu'on appelle du bring around device. Ben, qu'est-ce qu'on met en termes de gouvernance autour de ça? On l'accepte, oui, mais c'est quoi les processus? C'est quoi les technologies qu'on va utiliser? Sinon, gouvernance des humains, parce que sécurité de l'information, on parle beaucoup de technologie, mais l'aspect humain autour de ça. Euh, on va souvent voir ça, mettons, au niveau du processus d'embauche. Est-ce qu'on fait des vérifications d'antécédents? C'est quoi notre procédure de terminaison d'un employé? Ce genre de choses-là. Donc, il y a tout un aspect de gouvernance qui doit enrober notre sécurité pour déterminer comment on utilise nos outils, comment est-ce qu'on les configure, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, ça, c'est un aspect important. Au niveau du risque, ben, j'en ai parlé à la diapositive précédente. Donc, c'est important d'identifier nos risques et ainsi de suite. Euh, Au niveau conformité, euh, la conformité, dans le fond, conformité et standard, on va parler souvent au niveau peut-être au niveau législatif ou au niveau d'industrie dans laquelle vous travaillez, exemple. Donc, il va y avoir des éléments auxquels vous devez vous conformer face à votre industrie, face à la législation locale. Euh, donne un exemple au niveau de l'industrie. Aux États-Unis, on va parler de HIPAA au niveau de tout ce qui est santé. Ou sinon, comme qui est noté ici, PCI pour tout ce qui est au niveau paiement, carte de crédit. C'est des éléments qui sont propres, soit au niveau de l'industrie, soit contractuellement, comme pour PCI. Mais on va aussi parler beaucoup de tout ce qui est loi locale. Donc, comme par exemple, dans le moment, on en parle beaucoup, la fameuse loi 25 au Québec, qui a commencé, en fait, qui est entrée en vigueur en septembre l'année dernière avec les premières mesures, mais cette année encore, on continue de progresser. Il y a d'autres éléments de conformité qui s'ajustent. Donc, c'est important au niveau de l'aspect de la sécurité de l'information, de connaître la conformité auquel vous devez conformer, pardon, et de s'assurer que vous avez les outils en place pour en arriver à ça.
Et justement, parlant d'outils pour en arriver à ça, je vais laisser la place à mon collègue Jean-Philippe qui peut vous expliquer comment Azure peut vous aider à ce niveau-là. Merci Pierre. Donc, en effet, au niveau Azure, ultimement, c'est certain, il y a des choses qui s'appliquent, des choses qui s'appliquent moins. Par exemple, la gouvernance des humains. Il va y avoir des outils qui vont aider, mais on ne va pas généralement, nécessairement, mettre l'emphase là-dessus en partant. Ça demeure que tout ce qui est gouvernance en général est très présent dans Azure à plusieurs égards. Pour ceux qui étaient peut-être des nôtres lors de notre dernier webinaire où ce qu'on parlait de zone d'accueil, en fait, une zone d'accueil va aider, entre autres, à établir des règles de gouvernance pour les entreprises. Donc, ça permet d'instaurer des stratégies pour gouverner les technologies et les humains aussi, dans un certain sens, pour s'aligner avec les processus corporatifs. Donc, on pense par exemple à mettre dans notre zone d'accueil des stratégies, des policies, des politiques, peu importe comment on veut l'appeler, qui vont restreindre ou permettre certaines actions. Donc, peut-être qu'on veut restreindre, par exemple, la portée de nos déploiements dans les régions canadiennes. On ne veut pas que quelqu'un déploie des ressources aux États-Unis, en Europe, peu importe où. Donc, on va pouvoir restreindre une portée pour être en lien avec notre plan de gouvernance globale. Ultimement, il y a tout plein d'exemples qu'on pourrait donner. La gouvernance des humains, il y a plein d'outils qui vont venir aider à gérer ce que les humains peuvent faire d'un point de vue rôle, responsabilité, permission. Puis on va en parler un petit peu plus au courant de la séance aujourd'hui. D'un point de vue conformité et standard, il y a également aussi beaucoup de choses qu'Azure peut offrir et apporte à la table. Euh, donc, Azure, à ce jour, a, si je ne me trompe pas, au-dessus de 100 standards et conformités à son actif. Donc, c'est quand même impressionnant en réalité quand on y pense parce que, bon, autant il y a des conformités, des standards plus locaux, des choses qui vont s'appliquer uniquement, par exemple, aux États-Unis, uniquement au Japon, uniquement en Europe, par exemple, le GDPR, etc. Il y en a évidemment qui vont venir nous affecter directement ou d'autres qui sont globales. On pense par exemple à ISO, par exemple ISO 27001. C'est pas mal universel, ça peut s'appliquer évidemment dans un contexte Azure. Bien entendu, la portée d'ISO va plus large qu'Azure. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. C'est qu'Azure et Microsoft vont certifier que leurs environnements, leur plateforme, Azure en soi, va rencontrer les critères d'une certaine conformité, d'un certain standard, ou du moins les permet. Maintenant, il en revient tout le temps au client de s'assurer de compléter cette équation-là en ayant, veut pas, sa part de responsabilité dans le tout. Donc, il y a des contrôles qui vont être entièrement du côté Microsoft. Quand on pense, par exemple, au centre de données, c'est sûr, on n'a pas grand contrôle là-dessus, mais Microsoft va faire sa part des choses pour que vous puissiez vous retourner vers votre auditeur et dire oui, mon centre de données est conforme à tel requis. Donc, les conformités standards, vraiment, il y en a tout plein. On pense à ProtéGB au Canada, qui est quand même de quoi de très fréquent. Encore une fois, la plateforme le permet, mais il en revient quand même une certaine responsabilité au client de mettre en place les processus, les solutions, une gouvernance pour rencontrer les requis que ProtéGB requiert finalement. Alors, sur cette note, j'ai parlé beaucoup de responsabilité. Alors, ça fait un peu le pont avec notre prochaine section que je vais laisser Pierre introduire. Le concept de responsabilité partagée. Donc, on se le cachera pas, là, quand on parle d'info nuagique, ben, on partage des responsabilités dépendant le type de solution info nuagique qu'on utilise, on va partager des responsabilités. Puis je pense qu'il y a une façon de bien le présenter ou de l'expliquer. C'est une belle analogie, là. Il y en existe plusieurs des analogies, mais une que j'aime bien, là, c'est le pizza as a service. Euh, Comment est-ce que dans le fond, Pizza as a Service versus le Software as a Service, Platform as a Service, et ainsi de suite. Euh, si on regarde Pizza as a Service, la pizza traditionnelle, on va dire, c'est fait à la maison. C'est l'équivalent, dans le fond, de la colonne de droite au niveau local. On fait tout nous-mêmes. On achète, dans le fond, nos ingrédients, on fait notre pâte et ainsi de suite. On cuisine la pizza à la maison, au four, on fournit euh, je veux dire, la vaisselle, les breuvages, la table pour manger dessus, et ainsi de suite.
Et on fait aussi la vaisselle à la fin. On s'en sauve pas, celle-là. Donc, ça, c'est un petit peu, dans le fond, la comparatif. Après ça, ben, on va dire, mettons, Infrastructure as a Service, IaaS. Ben, au niveau de la pizza, ça serait, on achète une pizza congelée. Ben, OK, on n'a pas à faire la pizza, on l'achète, elle est déjà toute faite. Par contre, on a encore des éléments. Ça va être à la maison, ça nous prend un four, il faut la faire cuire, et ainsi de suite. Donc, on a encore une partie de responsabilité ou de choses à faire pour en arriver au final d'avoir notre pizza. Et oui, on a encore la vaisselle à finir. Euh, donc, donner un petit peu un exemple de comment est-ce que, si on y va avec du platform as a service, ben, une pizza livrée à la maison. On a encore moins de choses à faire parce qu'elle arrive, elle est déjà cuite, mais on est encore à la maison. Et pour finir, admettons, le software as a service, l'analogie à ça, ça serait, ben, on s'en va manger une pizza au restaurant. Ben là, la pizza au restaurant, ben là, on a encore moins de choses à faire. Oui, on a encore, faut se rendre au restaurant, on a encore des responsabilités dans l'histoire parce je veux dire, faut se rendre au restaurant, faut la payer, la pizza. Par contre, cette fois-là, on sauve la vaisselle. Ça, c'est important. Donc, c'est un petit peu le principe de, dépendant le type de solution, les responsabilités vont être partagées entre ce que vous avez à faire et ce que votre fournisseur infonuagique va faire. J'aimerais apporter un point au niveau sécurité de l'information. Là, on parle de responsabilité partagée. Avec ça, au niveau de sécurité de l'information, on va parler aussi d'une certaine forme de transfert de risque. On parlait de beaucoup de risques au début, gouvernance, risque, conformité. Le risque est un élément très important au niveau de la sécurité de l'information. Donc, dans le cas de responsabilité partagée, on va avoir une forme de transfert de risque ou peut-être plus une forme de transfert de gestion de risque. Si on regarde, admettons, du local versus infrastructure as a service, ben, on a au niveau des centres de données physiques, réseaux physiques et tout ça, on n'a pas la gestion du risque. On va y aller avec le plus simple, le centre de données physiques, tout ce qui est feu, accès, ce genre de choses-là, ça va être le fournisseur infonuagique qui va gérer ce bout-là. Donc, il y a un transfert de risque qui est fait, un transfert de responsabilité, mais une forme de transfert de risque aussi. Par contre, encore une fois, concept très important au niveau de la sécurité de l'information, le concept de responsabilité ultime. Oui, on transfère une partie de risque. Par contre, ultimement, on reste responsable d'une certaine façon au niveau du risque. Parce que, je donne un exemple, dans les services que vous offrez à vos clients, mettons, vous hébergez dans le cloud, ben, c'est sûr que si, pour une raison X, ça devient non disponible, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais cette semaine, il y a eu un gros incendie dans un data center à Paris. Il y a eu énormément d'applications en Europe qui sont devenues non disponibles parce qu'ils étaient hébergés. Ben, vous restez quand même ultimement responsable face à vos clients par rapport à ça. On parle de responsabilité ultime. En anglais, on va utiliser le terme liability. Puis c'est là que c'est important de faire prudence et diligence. Due care, due diligence en anglais. Puis c'est là que, dans cet aspect-là, que oui, même si vous gardez cette responsabilité ultime-là, un contrat solide avec un fournisseur cloud bien établi qui définit des accords de niveau de service va vous aider malgré tout dans cette responsabilité ultime-là face à votre clientèle, face à votre mission d'affaires, face à votre organisation, vos investisseurs, et ainsi de suite. Fait que c'est important à ce niveau-là de choisir justement un fournisseur infonuagique qui a des choses comme ça en place, des accords de niveau de service bien définis, bien documentés. Donc, c'est un aspect là, qui peut aider quand on parle de responsabilité ultime ou de liability. Puis là-dessus, je passerai la parole à mon collègue Jean-Philippe qui peut vous en dire un peu plus au niveau de Azure. Oui, merci Pierre. Donc, en effet, au niveau d'Azure, tout ça, tout ce que Pierre vient de discuter est très, très applicable, c'est très pertinent. En fait, c'est un enjeu. Le concept des responsabilités partagées, c'est réellement un enjeu qu'on rencontre régulièrement parce que c'est juste normal. On croit pouvoir se délester de certaines responsabilités quand on passe vers l'info nuagique. Combien de fois est-ce qu'on a entendu: «Mes données sont dans le cloud, j'ai pas besoin de les sauvegarder, j'ai pas besoin de les sécuriser». On croit qu'automatiquement, parce que c'est plus dans nos murs, on vient d'enlever la responsabilité de nos épaules. La réalité, bon, comme on peut le voir et comme Pierre l'a expliqué, c'est pas exactement noir ou blanc à ce point-là. Hem,
c'est un peu de dire l'info nuagique n'est pas nécessairement sécuritaire par défaut. L'info nuagique peut être sécuritaire. Très bien. On peut rencontrer toutes les normes de conformité qu'on parlait un peu plus tôt. On peut rencontrer le même niveau et plus de sécurité qu'on pourrait avoir ailleurs. Mais encore faut-il bien comprendre la limite entre les responsabilités du fournisseur, du client et qu'est-ce qui est partagé. Euh, c'est vraiment la clé de tout ça. Donc, quand on y pense d'un point de vue Azure, euh, donc, local, je pense que c'est quand même assez, assez clair pour la plupart des gens. Généralement, on héberge une charge de travail quelconque chez nous. On est responsable de pas mal tout, ultimement, du centre de données, du réseau physique, donc les interconnectivités via nos fournisseurs, nos ISP, Bell, Vidéotron de ce monde. On est responsable des serveurs physiques, des systèmes d'exploitation, contrôle réseau, etc. On remonte au complet. Quand on passe vers Azure, donc c'est certain que le centre de données physique, ben, heureusement, on n'a pas besoin de s'en soucier et c'est bien correct. Il y a des centaines, voire des milliers de gens chez Microsoft qui ne pensent qu'à ça à tous les jours. Comment rendre les centres de données redondants, sécuritaires. Donc, il y a énormément de couches de sécurité qui vont là-dedans. Réseau physique, donc il y a plusieurs fournisseurs de connectivité qui vont à un même centre de données, plusieurs points d'entrée dans un centre de données, donc la redondance encore une fois. Bref, on se, on se délaisse de certaines responsabilités clairement à ce niveau-là. Par contre, si on roule des machines virtuelles, par exemple, de l'infrastructure en tant que service, on a encore la responsabilité du système d'exploitation de la machine virtuelle elle-même. Donc, les fameuses patch Windows, ça demeure notre responsabilité. Oui, il y a des outils qui peuvent nous aider à automatiser ça, bien entendu, mais ça demeure votre responsabilité. Contrôle réseau, qui a accès à mon environnement? Les applications, si on roule, je dis n'importe quoi, Microsoft Edge, la suite Office, n'importe quelle application que vous pouvez penser, on est responsable de sa sécurité, de s'en occuper. Les identités, ça c'est clair. Gestion d'identité, c'est un très, très gros morceau et on va en parler encore dans quelques minutes sur les prochaines diapositives. Mais la gestion d'identité, qui a accès à mon environnement? Ultimement, ce n'est pas au fournisseur de décider ça. Je veux dire, vous avez les possibilités de gérer tout ça via les différents outils mis à votre disposition. Les comptes et gestion des accès, ça vient exactement en lien avec ça, les appareils, etc. Et même dans le modèle où ce qu'on a le moins de responsabilités, donc le côté Software as a Service, on pense par exemple, un exemple très, très facile à visualiser, Microsoft 365. De nos jours, pratiquement tout le monde a ses courriels dans Exchange Online, utilise Teams, utilise SharePoint Online, bref, toute la suite Office, si on peut l'appeler ainsi, et bien plus, bien entendu. Euh, on a toujours bien à gérer nos données. Donc, si on met nos données dans une équipe Teams, dans un site SharePoint, il faut gérer ces données-là. Il faut gérer qui a accès. Il faut gérer les appareils qui ont accès. Donc, si on a, par exemple, Pierre parlait plutôt du Bring Your Own Device, apporter notre appareil. Est-ce qu'on veut laisser tous les appareils accéder à toutes les données? Peut-être. Peut-être qu'on veut qu'il y ait un certain type d'enrollment pour pouvoir gérer, est-ce que le poste est jugé fiable? Est-ce qu'on lui fait confiance? Ou bien, à l'inverse, on se rend compte que c'est un vieux PC qui n'a pas été mis à jour depuis des années. Peut-être qu'on va vouloir mettre des limites à ce niveau-là. Donc, on a une responsabilité de contrôler quand même une partie de la solution. Alors, sur cette note, euh, les responsabilités partagées viennent vraiment un petit peu complémenter la gouvernance, la conformité, les standards à un certain niveau. Parce que, comme on disait, on ne sera pas responsable, par exemple, de la on va prendre un exemple de ISO 27001. Si on roule dans l'info nuagique, ce n'est pas à nous d'aller certifier que les centres de données de Microsoft rencontrent les critères d'ISO 27001, qu'il y a des systèmes pour des systèmes coupe-feu, qu'il y a des gardes de sécurité, des accès biométriques. Tout ça est hors de notre contrôle, mais Microsoft certifie qu'eux autres rencontrent ces éléments-là. Donc, on peut utiliser leur rapport d'audit pour venir complémenter ce qu'on
met en place comme processus et autres de notre côté. Alors, c'est vraiment ça la beauté de la chose au niveau des responsabilités partagées. Hem, alors, on va passer maintenant sur un sujet évidemment relié, mais quand même assez distinct maintenant, qui est la défense en profondeur. Donc, on parlait des données, vous avez tout le temps une responsabilité. Alors, Pierre, je vais te laisser prendre la balle ici. Donc, au niveau de défense en profondeur, qu'est-ce qu'on parle de défense en profondeur? C'est un petit peu, on peut aussi défense par couche. Moi, j'aime comparer ça à un oignon. Dans le fond, l'idée de l'oignon, c'est qu'on a plusieurs couches successives avant d'en arriver au cœur. Euh, le cœur en sécurité de l'information, ça va être nos données. Définitivement, on se le cachera pas, là, les données, là, on le dit de nos jours, là, l'expression, c'est le nouveau pétrole. Donc, les données d'une organisation, c'est très important. Puis même des fois, là, on parle avec des clients qui disent, ouais, mais nous, on est un entrepôt, on livre du matériel et ainsi de suite. Oui, mais malgré tout, vous avez des données qui sont critiques à votre organisation, votre comptabilité. Je ne connais pas une compagnie qui va me dire, ah, moi, si mes données de comptabilité ils sont wipées, ils sont effacés, euh, c'est pas grave. Non, ça va avoir un impact majeur sur votre organisation. Donc, les données sont au cœur des organisations, puis c'est l'élément qu'on cherche, c'est le cœur de notre oignon, dans le fond, c'est ce qu'on cherche à protéger. On cherche à assurer la confidentialité de nos données, s'assurer que ce qu'il y a là-dedans, c'est seulement les personnes qui ont besoin d'y accéder qui y ont accès. L'intégrité de nos données, c'est un aspect important. Je veux dire, les données qui sont là, ils sont intègres. Si je donne un exemple, Pierre Franqueur a un état de compte à 250 j'ai pas envie que quelqu'un ait changé ça puis rajouté un zéro. Donc, c'est important l'intégrité aussi. Et pour finir, ben, pour les opérations de l'organisation, c'est important la disponibilité aussi. Donc, la disponibilité de vos données, parce que si vos données ne sont pas disponibles, ben, vous ne serez plus en mesure de fonctionner. Justement, comme je disais, votre système de comptabilité, si il n'est plus disponible, vous n'êtes plus capable de fonctionner au niveau de tout l'aspect comptable de votre organisation. Donc, c'est quand même comme je disais, c'est le cœur là. Et de là, on va se mettre des couches autour de tout ça. Donc, admettons une première couche, euh, on va parler de sécurité physique. Sécurité physique, ça va être tout ce qui est l'accès à vos locaux, l'accès à votre salle de serveur, les caméras de surveillance, tout ce qu'il y a en termes de vraiment physiquement. Quand vos serveurs, vos postes, ce genre de choses-là. On continue ensuite, admettons, avec l'identité et l'accès. Ben, on va s'assurer que nos identités, on a des contrôles de vérification pour s'assurer, OK, c'est bel et bien Pierre Franqueur ou Jean-Philippe Poulain qui s'est authentifié. Donc, s'assurer de vraiment avoir de l'identité. Et de là, l'accès aussi. Ben, OK, Pierre Franqueur, il a accès à quoi? Pierre Franqueur travaille à la comptabilité, il n'y a pas d'affaires au niveau des ressources humaines. Donc, on contrôler les accès. Ensuite de ça, on va parler du périmètre. Euh, le périmètre, dans le fond, là, c'est un aspect réseau. C'est quelque chose qui a, dans les dernières années, vous allez voir, on va en parler un petit peu plus loin, qui fluctue beaucoup. Actuellement, ce n'est plus quelque chose qui est aussi défini que ça l'était il y a certaines années, mais c'est quand même un aspect important. Donc, le périmètre externe, disons l'Internet, interne, votre réseau local, il y a quand même un certain aspect de périmètre qui existe toujours là. Il va y avoir des éléments de contrôle au niveau du périmètre. Ensuite de ça, ben, si on pousse plus loin au niveau du réseau, donc au niveau de votre réseau interne, euh, s'assurer d'avoir de la segmentation. L'idée, c'est que justement, les réseaux, on ne veut pas que je donne un exemple, vous avez une zone DMZ avec des services offerts à l'externe, ben, on ne voudra pas que ça soit complètement ouvert avec d'autres éléments qui sont peut-être plus sensibles. Donc, on va vouloir regarder pour mettre des contrôles de segmentation. Le but étant de limiter les mouvements latéraux. Si on a quelque chose qui est compromis, rendre la chose un petit peu plus difficile. Donc, ça, c'est un aspect important. Au niveau, la prochain, au niveau du calcul, système d'exploitation, virtualisation, isoler les processus, ce genre de choses-là. Il va y avoir encore là des contrôles qui vont faire en sorte qu'on va s'assurer que euh, admettons qu'on passe les couches, ben, on rencontre encore des obstacles à ce niveau-là. Et pour finir, ben, au niveau applicatif, le dernier élément, ben, s'assurer que notre code est sain, que nos sessions sont encryptées, que
tout ça, on a encore une fois des contrôles que dans l'application, tu essaies de rentrer des éléments dans un champ, s'assurer que, je donne un exemple, username, drop table user, non, ça ira pas dropper, excusez l'expression anglaise, mais ça ira pas effacer la table d'usager dans vos données, dans vos applications. Il y a des contrôles qui sont là aussi. Donc, tout ça, toutes ces couches-là successives, le but, c'est justement, il y a deux buts majeurs à ça. C'est ce qu'on appelle de réduire le blast radius, qu'on appelle l'explosion, dans le fond, qu'on pourrait avoir. Puis quand je parle d'explosion, c'est que si on a un élément qui est compromis, ben, on veut pas que, c'est trop facile de se rendre justement à la prochaine. Je donne un exemple. OK, on a un élément qui est compromis. Je suis capable d'ensuite passer les couches successivement parce qu'il n'y en a pas de couches. Ça va faire en sorte qu'on complique la vie à une éventuelle menace ou une éventuelle compromission. Une autre chose aussi, un élément, c'est que on veut éviter d'être dans le monde actuel, on ne se le cachera pas, là, les menaces, c'est une business. Ils vivent de la rentabilité et eux, cette rentabilité-là passe par une facilité. On veut éviter d'être ce qu'on appelle le low-hanging fruit, le fruit mûr, facile à prendre, à manger et à profiter. Donc, on veut éviter ça. Comme mon collègue Jean-Philippe m'a déjà donné une analogie que j'ai trouvé bien bonne. Euh, je veux dire, si tu es avec un groupe et que tu rencontres un ours qui est agressif, t'as pas besoin de courir plus vite que l'ours. Tu as juste besoin de courir plus vite que les gens qui sont avec toi. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, là. C'est un petit peu rough comme analogie, mais c'est quand même ça. Si on est un fruit plus dur à craquer, euh, ils vont pas, on devient moins intéressant. Pourquoi? Parce que ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'investissement de leur part. Donc, des couches successives de protection, de contrôle vont nous rendre plus difficiles. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est plus difficile, qu'ils ne s'intéresseront pas à nous. On peut quand même être une cible intéressante pour diverses raisons. Par contre, c'est le point que plus on est difficile, moins on devient intéressant. Donc, c'est un aspect, d'où le point de défense en profondeur. Puis je vais laisser mon collègue Jean-Philippe vous expliquer comment Azure, effectivement, peut vous aider à ce niveau-là. Excellent. Donc, puis pour adresser en fait une question qui est dans le clavardage, je vais justement y répondre. Donc, quand on parle de données, vraiment, Pierre l'a mentionné, mais il y a 3 éléments qu'on cherche vraiment à obtenir. C'est le CIA là, en anglais, mais c'est pas la CIA, inquiétez-vous pas. On parle de confidentialité, d'intégrité, d'availability, qui est disponibilité en français. Donc, on veut que nos données soient évidemment confidentielles. On ne veut pas que ça soit disponible à tout le monde. Donc, on veut les sécuriser et uniquement les rendre disponibles aux gens qui ont accès. On veut que nos données soient intègres, donc intégrales. On ne veut pas qu'il ait été compromis d'une certaine façon. On veut s'assurer en effet qu'il n'y a pas des zéros de plus juste pour euh, nous causer problème dans notre montant. Puis, de la même façon, on veut que ce soit disponible, available. Donc, on veut s'assurer qu'on y a accès à ces données-là. Donc, oui, la robustesse des données, dans un sens, ce serait une bonne façon de le dire, en effet. On veut que nos données soient robustes, qu'on puisse s'y fier, qu'elles soient disponibles et en effet, on y a confiance, finalement, à ces données-là. Euh, Puis, on va repasser les mêmes couches, mais d'un point de vue Azure rapidement, juste pour vous donner des exemples un peu plus concrets à Azure spécifiquement. Quand on parle de sécurité physique, bon, je l'ai déjà mentionné un petit peu, euh, la sécurité physique, c'est le centre de données. Je veux dire, Microsoft, les centres de données, il y a des clôtures. C'est pas tout le monde qui rentre sur le site juste pour le fun. Euh, Par la suite, il y a des gardes de sécurité en tout temps, 24/7 qui sont présents. Il y a des contrôles d'accès, carte à puce, biométrique. Bref, on vérifie qui va y avoir accès. Euh, Sécurité physique, ça se rend jusqu'à justement, il y a des systèmes coupe-feu, il y a de la climatisation pour éviter que les serveurs surchauffent. Bref, peu importe, il y a divers éléments de sécurité physique
qui justement demande une certaine spécialisation en soi pour tout couvrir ça. Et ça va rencontrer toutes les normes, que ce soit ISO 27001, NIST, on peut en nommer tout plein, mais ça va rencontrer tous les standards vraiment qui sont justement supportés par Microsoft. Donc, en tant que client, on n'a pas vraiment à s'en soucier trop. C'est excellent que ça soit là, c'est rassurant, mais on n'a pas vraiment un contrôle là-dessus et c'est correct. On va pouvoir mettre notre énergie et nos connaissances sur d'autres strates de la défense en profondeur. Mais au moins, il y a déjà ça pour dire, ben, il n'y a pas quelqu'un qui peut juste rentrer dans le centre de données avec une vanne, ramasser une coupe de serveurs puis partir avec. Euh, Côté identité et accès, quand on parle d'identité dans Azure, c'est pas mal Azure Active Directory, Azure AD, assez dur d'en faire abstraction. C'est présent dans tout environnement Microsoft. Donc, c'est vraiment votre tenant qui est utilisé pour Microsoft 365, Dynamics 365 et évidemment Azure. C'est votre système d'identité central qui va vous permettre de gérer les accès. Donc, dans Azure spécifiquement, on parle généralement de RBAC, Role-Based Access Control. C'est des accès selon les rôles qu'on va donner pour pouvoir accéder à différentes ressources, différents abonnements, bref, peu importe le niveau d'accès qu'on veut donner et pour un certain type de droit. Donc, puis on va en parler encore un petit peu dans les prochaines diapositives, plus en détail, mais c'est vraiment Azure AD qui est au cœur de tout ça. Le périmètre, puis ça va adresser, entre autres, justement, une question qui est dans le clavardage. Périmètre et réseau, en effet, ça peut sembler très relié parce que dans les deux cas, on parle vraiment d'éléments de réseautique en général. Par contre, le périmètre, on le voit vraiment d'un point de vue, je vais qualifier nord-sud, si je peux le dire ainsi. Donc, on veut restreindre qu'est-ce qui rentre et sort de notre environnement, donc de l'Internet vers notre environnement, de notre environnement vers l'Internet. C'est vraiment, comme dire, notre porte d'entrée pour notre maison, bien, qui rentre chez nous, qui sort de chez nous. Donc, on va mettre un système d'alarme, on va mettre, bref, je vais arrêter l'analogie ici, mais on va pouvoir délimiter qui a accès. Et à ce niveau-là, le périmètre prend plusieurs formes. Ça peut être via la forme d'un pare-feu Azure, ça peut être un appareil réseau tierce, FortiGate, Checkpoint, je veux dire, il y en a tout plein, le Palo Alto, etc. On va mettre en place des appareils qui gèrent le trafic justement en périmètre pour filtrer qu'est-ce qui passe. Mais on va également parler de certains autres produits du type protection des DOS. Les attaques des DOS, donc Distributed Denial of Service, ont quand même pris énormément d'ampleur dans les dernières années. Le but étant de rendre un système non disponible. Donc, non seulement le fournisseur Microsoft a un produit qui couvre déjà la protection des DOS par défaut, mais on peut également se souscrire à un service avancé pour avoir un peu plus de contrôle sur lui. Donc, quand on a certains types d'applications, ça peut être amplement justifié d'aller dans cette direction-là. Et le réseau, on va parler un peu plus d'une protection S-Ouest. Donc, on veut prévenir les mouvements latéraux. Donc, quelqu'un qui aurait réussi à entrer dans notre environnement, qui aurait passé le périmètre, donc qui est rentré dans notre maison, façon de parler, bien, si les portes de nos chambres sont barrées, ben, c'est une protection additionnelle. Ou si pour rentrer bon, là, c'est peut-être pas dans un contexte de maison, mais dans un édifice d'une compagnie, ben oui, il est peut-être rentré dans le bureau ou dans l'emplacement physique, mais est-ce que la salle serveur est protégée avec une carte magnétique, biométrique, peu importe c'est quoi? Ben, il y a encore une protection additionnelle. Donc, c'est pas parce qu'on est rentré dans le bâtiment qu'on a accès à tout. Alors ici, c'est similaire. On va peut-être pouvoir rentrer dans le réseau, mais par la suite, si pour passer d'un segment réseau, par exemple, de base de données à un segment réseau applicatif ou vice-versa, on va mettre en place de la segmentation réseau via, par exemple, des groupes de sécurité réseau, des Network Security Group, des NSG, peu importe l'appellation qu'on veut prendre, qui vont limiter le trafic qui peut transiger de façon est-ouest. Donc, encore une fois, périmètre, c'est un peu plus nord-sud, réseau, c'est un peu plus est-ouest, mais dans les deux cas, ça va permettre de réduire la portée. Le calcul, bon, on parle souvent de justement le système
calcul en anglais, c'est compute, là. Donc, on parle souvent de machines virtuelles, de containers, de web app, quoi que ce soit qui roule notre code finalement pour nos applications. Donc, on va s'assurer que cette couche-là de calcul est maintenue à jour, qu'elle est sécurisée. Donc, par exemple, si on a une machine virtuelle Windows, on fait les mises à jour Windows, on va avoir un pare-feu Windows qui va être activé aussi. Donc, on va pouvoir vraiment sécuriser ce niveau-là. Puis, applicatif, là, encore une fois, il y a tout plein de cas de figure parce que, bon, il y a tout plein d'applications qui existent. Mais au niveau des applications, on va pouvoir chiffrer le trafic, par exemple. Donc, quand on a une application web, on va utiliser du HTTPS pour utiliser du TLS, SSL, et chiffrer la session, donc pas juste du HTTP en clair. On va vouloir ou pouvoir utiliser des pare-feux applicatifs, donc un Web Application Firewall, un WAF. Donc, évidemment, dans Microsoft Azure, il y a des options pour ça, où ce qu'on va pouvoir justement filtrer certains types de trafic pour des menaces plus communes. Des injections SQL pour justement, comme Pierre disait, dropper ou effacer une base de données en rentrant un nom d'utilisateur qui serait une commande SQL finalement. Donc, il y a tout plein de menaces qu'on va pouvoir prévenir à ce niveau-là. Et ultimement, les données, bien entendu, qu'on peut protéger, mais les données elles-mêmes peuvent être chiffrées au repos, ce qui est par défaut dans Azure. On va pouvoir aussi avoir différents éléments à ce niveau-là pour rajouter un petit peu de visibilité autour des données et s'assurer que finalement, un attaquant a le plus de misère possible à se rendre jusqu'aux données. Donc, on le répète, en lien un peu avec, ça n'existe pas le non-risque finalement. Il faut juste être un peu plus protégé que les autres finalement. Parce que si c'est trop pénible pour un attaqueur de passer les différentes couches qu'on voit à l'écran, à un certain point, le retour sur investissement n'est juste pas là. C'est une business pour eux autres. Euh, donc, ultimement, c'est un petit peu ça. Et pour faire une suite par rapport à la défense en profondeur, il y a un autre concept qu'on va adresser à l'instant qui s'appelle le Zero Trust. Donc, Pierre, je te passe la balle. Oui. Donc, pour le modèle Zero Trust, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être faire un petit retour, parce que c'est en lien avec ça, sur le concept de périmètre un petit peu. Parce que l'évolution du modèle Zero Trust est venue avec l'évolution du concept de périmètre. Euh, donc, si on remonte à, disons, une vingtaine d'années, on va dire le 25 ans, euh, à l'époque, on n'avait pas de téléphone intelligent. Euh, Personne ne se connectait ou presque au bureau en VPN. Euh, les données de l'organisation étaient physiquement au bureau et on travaillait avec ces données-là, on accédait à ces données-là physiquement au bureau. On avait Internet, oui, mais c'était vraiment, le périmètre était très défini. Les données sont au bureau, on ferme l'Internet, il faut être au bureau. Euh, le périmètre, comme je disais, était très défini. C'était à une époque, on appelait ça l'approche, puis c'est encore quelque chose qui a évolué, mais qui est encore un petit peu utilisé, mais qui a beaucoup changé. Donc, à l'époque, c'était l'approche douve et château, moat and castle. Notre bureau, c'était le château. On pouvait avoir des hauts murs, une douve, des fossés remplis d'eau, un pont-levis et tout ça. Puis c'était vraiment extérieur, intérieur. Une fois on était rentré au bureau, admettons, on s'était identifié en passant à l'accueil. Hey, c'est Pierre, on le connaît, c'est beau. S'assoit à son bureau, ouvre son poste. J'étais dans le château et je pouvais faire ce que je voulais. J'étais à l'intérieur du périmètre. Donc, la protection se faisait au niveau vraiment du périmètre. Ça a beaucoup changé depuis. On se le cachera pas, là, si on regarde aujourd'hui, nos données, ben, ils sont plus juste au bureau. Il y en a un petit peu au bureau, il y en a un petit peu dans le cloud. On en a sur nos postes. Nos postes sont mobiles. On a des données sur nos téléphones intelligents. Ça se promène. La notion de périmètre est en fluctuation constante d'une organisation à l'autre. Donc, nos données, comment est-ce qu'on y accède, c'est vraiment plus l'approche Douve et Château, ça ne suffit plus. Et c'est de là que le modèle Zero Trust
avec cette fluctuation, avec ce changement-là, c'est de là que le modèle Zero Trust et le besoin du modèle Zero Trust est né. Vous expliquer un petit peu, ben, pas expliquer, mais faire un petit récapitulatif rapide sur l'histoire du Zero Trust. Les premières ébauches du concept remontent à 2004. La naissance du terme Zero Trust, ça date de 2010. Euh, Google, en 2011, a mis en place leur première mouture du concept Zero Trust nommé Beyond Corp pour leur infra corporative interne. Donc, pas les services qu'on utilise, mais pour pour leur infrastructure corporative interne. Ça remonte à 2011. Sinon, le ZTNA, le Zero Trust Network Access, ça remonte à 2019. Si j'avais parlé de Zero Trust, là, 3 ou 4 ans, je me serais attendu à ce que beaucoup de gens savent pas vraiment c'est quoi Zero Trust. Aujourd'hui, je suis pas mal certain que vous avez déjà tous entendu le terme, là, c'est quand même très présent, on se le cachera pas. Donc, mais même si, là, 4 ans, c'était quelque chose qu'on n'en parlait pas beaucoup, il reste que c'est quand même un concept qui il y a presque 20 ans. En fait, l'année prochaine, ça va faire 20 ans qu'on commence les premières ébauches de ça. Donc, c'est quelque chose qui a quand même mûri avec le temps. C'est pas juste quelque chose, pas parce que ça fait juste 2, 3 ans qu'on en entend beaucoup parler que c'est tout nouveau. Ça a du chemin de fait. Donc, on en parle beaucoup plus parce que dans les dernières années, avec la pandémie, le périmètre a encore plus explosé. Donc, le besoin de ce modèle de sécurité-là se fait beaucoup plus présent encore. C'est un petit peu ça là, au niveau pas de l'historique, mais d'où vient le besoin, comment est-ce que ça a évolué, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Zero Trust? C'est un ensemble de piliers ou de concepts. Aujourd'hui, on en présente 3, parce qu'il y en a plus que ça, mais 3 qu'on juge quand même très importants, qui sont un petit peu la base du modèle Zero Trust. Euh, le premier, c'est vérifier explicitement et continuellement. Comme j'expliquais dans l'ancien modèle de périmètre Moat and Castle, une fois que tu avais passé le pont-levis, et voilà, tu étais ouvert, tu pouvais aller partout dans le château, il n'y en a pas de problème. Euh, Puis là, ben, qu'est-ce que tu faisais dedans? Ben, ça peut devenir un risque. Aujourd'hui, on vérifie explicitement, t'es qui toi? Puis une fois que tu as passé, OK, je sais, tu es Pierre Franqueur, ben, moi, l'analogie que je fais avec ça, c'est qu'autrefois, tu rentrais et tu faisais ce que tu voulais tout seul. Maintenant, c'est comme il y a un garde du corps qui te suit partout dans tout ce que tu fais. OK, tu es rentré dans les données, mais là, moi, je te suis, puis je suis sur ton épaule, puis je regarde qu'est-ce que tu fais. Tu accèdes à quelles données? T'as-tu échangé ta carte d'identité, puis c'est plus Pierre Franqueur, c'est rendu quelqu'un d'autre? Non, non, c'est encore Pierre Franqueur. Donc, c'est vraiment une vérification en continu. Est-ce que ce que tu essaies de faire, tu es autorisé pas? T'essaies-tu de faire quelque chose que tu peux pas? Oh non, tu arrêtes ça là. Donc, c'est vraiment là, s'assurer que la posture, le comportement, l'identité est en continu ce à quoi on s'attend de l'usager ou de la personne qui accède à nos données, à nos infrastructures. Où que soient les données. Là, je parle du château, mais ça, là, c'est vraiment, on n'a plus le périmètre du château. Donc, dans M365, dans vos infrastructures, partout. C'est vraiment de s'assurer de tout le temps valider est-ce que cette personne-là a les accès, est-ce que c'est la bonne personne, et ainsi de suite. Ensuite de ça, ben, c'est utiliser l'accès avec le privilège minimum. Donc, l'idée, c'est quoi ton rôle dans l'organisation? Voici ce à quoi tu as besoin d'avoir accès. Tu travailles en comptabilité, tu n'as pas besoin d'avoir accès aux outils de ressources humaines. Euh, Tu travailles ressources humaines, tu n'as pas besoin d'avoir accès aux consoles de gestion de l'environnement TI. C'est ton rôle dans l'organisation, les processus dans l'organisation que tu fais nécessitent quoi comme outil pour travailler? Ben, voici les outils que tu as besoin pour remplir ton rôle. Tu n'as pas besoin qu'on te fournisse plus. Parce que plus qu'on fournit des accès, plus que on ouvre des portes. Parce qu'encore une fois, pas nécessairement malicieux. Ben, en fait, oui, malicieusement, mais pas nécessairement juste malicieusement. Mais si cette personne-là, pour une raison X, son compte est compromis, puis qu'elle a accès à des choses qu'elle n'a jamais utilisées parce qu'elle ne savait même pas qu'elle avait accès, mais la, la,
l'attaquant, lui, va trouver ça, puis il va exploiter ça. Fait que c'est ce qu'on veut limiter, encore une fois, avec privilège minimum pour faire remplir ton rôle. Ensuite, présumer les violations de sécurité. Donc, au niveau des... ce principe-là, c'est que autrefois, on avait un petit peu, je parlais de périmètre, on avait l'extérieur qui était on fait pas confiance, l'intérieur, on fait confiance. Ben, maintenant, on oublie ce concept-là. Euh, Même à l'intérieur, on ne fait pas aussi confiance qu'on faisait autrefois. Donc, on présume que ça va, assume breach, on va dire, admettons, on va crypter nos communications, même en interne. Autrefois, on disait, écoute, on va faire du HTTPS juste à l'externe parce que ça passe sur Internet, quelqu'un pourrait écouter, et ainsi de suite. Ben, maintenant, on va dire, ben non, même en interne, on veut crypter. Pourquoi? Parce que supposons qu'il y a quelqu'un, présumons qu'il y a déjà quelqu'un dans notre infra qui attend juste ça de voir des communications non cryptées transportant des, des, des credentials, des identifiants d'une personne qui pourrait être exploitée. Ben, présumons que on a ça, qu'on a une violation de sécurité, puis sécurisons, là, je donne un exemple avec des communications, mais ça se fait avec tout. Donc, présumons ça. Et tout ça, ben, on applique ça à différents. Je parlais vérifier explicitement, on peut appliquer ça à l'identité, on peut appliquer ça au processus. Donc, on applique ça là, aux points de terminaison, les endpoints, les identités, les données. Donc, il y a une série d'éléments auxquels on va appliquer ces concepts-là avec des mesures de contrôle pour s'assurer d'en arriver justement à un modèle de zéro trust ou confiance nulle. On se le cachera pas, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de gouvernance à mettre en travers de ça, mais il y a des outils pour ça. Puis c'est des éléments qu'on peut graduellement, étape par étape, mettre en place pour en arriver justement à avoir appliqué un modèle zéro trust à notre organisation. Et en fait, parlant d'outils, je vais laisser mon collègue Jean-Philippe en parler. Excellent, merci. Donc, quand on parle vraiment du modèle Zero Trust, mais d'un point de vue peut-être un petit peu plus, un peu moins conceptuel, un peu plus pratique, je vais le dire ainsi, il y a différents éléments, comme Pierre a mentionné, à différents égards, on va appliquer une mentalité qui rencontre justement les trois, et plus, là, mais les trois points que Pierre a mentionnés précisément. Donc, au niveau identité, au niveau endpoint, data, donc données, les applications, les infrastructures elles-mêmes et le réseau. On va les adresser chacun un petit peu un à un. Côté identité, dans le fond, que ce soit un service qui se connecte, que ce soit un appareil, une personne, un appareil IoT, là, je veux dire, l'Internet des choses, Internet of Things, je veux dire, c'est très présent aussi, que ce soit un, un sensor quelque part qui se connecte à notre solution, il faut pouvoir prouver son identité pour lui faire confiance. Il faut la vérifier explicitement et continuellement. Et idéalement, avec une authentification forte. Donc, on ne veut pas juste un nom d'utilisateur, un mot de passe, puis c'est deux données texte, ça vient de finir là, c'est facile. Non, on dit souvent qu'on veut une authentification qui idéalement rencontre au moins 2 points, mais qui est quelque chose qu'on connaît comme un mot de passe, quelque chose qu'on a comme un authentificateur sur un téléphone, et ou quelque chose qu'on est, donc du biométrique, par exemple, un fingerprint, une, euh, une reconnaissance faciale, peu importe, pour s'assurer que l'authentification est, on lui fait confiance. Et idéalement, on va pouvoir aussi mettre en place donc des éléments pour tester l'identité de façon conditionnelle. Euh, on veut quand même dans tout ça que l'expérience utilisateur ne soit pas trop impactée. Si à chaque clic qu'une personne fait, ça demande une authentification, on va tuer la productivité, là, c'est vraiment contre-productif, ce concept-là. Donc, par exemple, si on va tester pour dire, OK, ben, l'utilisateur est sur un poste auquel on fait confiance parce que continuellement, on vérifie l'état de santé du poste. Puis là, ça vient toucher un peu les points de terminaison, qui est le prochain point. Mais si on fait confiance au poste, si on fait confiance à l'utilisateur,
pour des paramètres qu'on a déjà déterminés, donc un accès conditionnel, peut-être qu'on ne va pas redemander de s'authentifier. Donc, à ce niveau-là, l'identité, encore une fois, comme je disais tantôt, c'est Azure AD. Je veux dire, dans l'univers Microsoft, c'est purement ça. On a le concept de multifacteur, donc du MFA, on a le concept d'accès conditionnel, on a le concept de Privilege Identity Management, donc du PIM pour pouvoir justement s'élever à une permission plus élevée quand on en a besoin, mais avoir des rôles minimaux le reste du temps. Donc, le deuxième point qui avait été mentionné par Pierre tantôt, avoir juste assez d'accès. Vraiment, donc, Azure AD est à la base de tout ça. On va pouvoir aussi rajouter un certain niveau de sécurité au niveau des identités. Azure AD en soi est déjà très, très poussé à ce niveau-là, mais on peut le combiner aussi avec des contrôleurs de domaine traditionnels, avec un ADDS local, ou qui serait dans le cloud, mais bref, un ADDS traditionnel sur une machine virtuelle, par exemple. Et là, on va pouvoir utiliser des produits comme Microsoft Defender for Identity qui vont venir rajouter des fonctionnalités pour se rapprocher justement de ce que Azure AD a à offrir. Donc, par exemple, vérifier si les identités ont été peut-être euh, leakées, pardonnez-moi l'anglicisme, mais ont été partagées sur le dark web. Je veux dire, il y a un gros réseau d'informations qui se partagent là, veut pas à notre insu. Et si on sait que, dans le fond, Azure AD va vérifier est-ce que l'identité de Pierre, de Jean-Philippe est sécuritaire ou non, il y a déjà une brèche de sécurité, on le sait, on a trouvé l'information sur le dark web, ben là, on va automatiquement appliquer probablement des contrôles d'accès conditionnel, peut-être demander de changer un mot de passe, etc. On va vérifier la force des mots de passe. Bref, il y a tout plein d'éléments qui arrivent en ligne de compte avec Azure AD et Microsoft Defender for Identity. Les points de terminaison, un laptop, un ordinateur de bureau, un téléphone intelligent, je veux dire, il y en a tout plein, un appareil IoT. Ultimement, on veut s'assurer que les appareils sont en santé, qu'ils sont sains, qu'il n'y a pas de faille béante de sécurité qui ferait que, oui, ça roule encore. C'est un ordinateur Windows XP qui n'a pas été patché depuis des années. Il n'y a pas d'antivirus et on va utiliser une authentification à facteur 5. Non, non, ça ne marchera jamais. Ou du moins, il ne faudrait pas. Donc, on va avoir des outils en place, Microsoft Defender for Endpoint, qui vont nous aider à garder notre appareil en santé d'un point de vue antivirus, anti-malware. On va avoir Intune qui va arriver en ligne de compte aussi pour venir complémenter ça. Ce n'est pas Azure spécifique, mais c'est vraiment l'écosystème Microsoft pour dire est-ce qu'un appareil est en santé? Est-ce que ça passe les différents contrôles qu'on met en place? Est-ce que l'appareil est joint à mon domaine? Est-ce que l'appareil a justement Microsoft Defender d'installer et à jour? Est-ce que les mises à jour Windows ou peu importe de l'appareil sont à jour, que ce soit iOS ou peu importe? Donc, on va vraiment aller rajouter du contrôle là-dessus aussi. Les données, euh, ultimement, c'est ça qu'on protège, comme on disait plus tôt. Il faut s'assurer qu'elle demeure sécuritaire, même si elle quitte l'appareil ou l'application ou l'infrastructure ou le réseau de l'entreprise. Il faut s'assurer de pouvoir classifier, étiqueter, chiffrer les données. Donc, il y a différents produits qui s'appliquent ici, là, bien entendu, ne serait-ce que d'un point de vue accès et sécurité via SharePoint, via Teams ou peu importe. Mais on va aller aussi voir des éléments du type Microsoft Purview qui va nous aider justement à classifier nos données. On a des données qui sont hyper sensibles. Il y a des numéros de carte de crédit. On voudrait peut-être que les numéros de carte de crédit soient chiffrés et qu'on ne puisse pas les voir en clair. Ou des numéros d'assurance sociale ou quoi que ce soit. Donc, on va pouvoir classifier des documents hautement sensibles ou quoi que ce soit. Certains qui vont pouvoir sortir de l'environnement, certains qui ne pourront pas, certains qui pourront être téléchargés, d'autres non. Donc, Purview arrive en ligne avec, évidemment, d'autres produits, comme je disais, pour offrir une solution vraiment holistique au niveau des données. Au niveau applicatif, les applications, les API, c'est des interfaces qu'on va utiliser pour consommer des données. Mais ultimement, on ne veut pas non plus, on veut que les gens restent productifs, mais il y a un phénomène aussi qui s'appelle le shadow IT. Donc,
les gens qui commencent à utiliser des applications qui ne sont peut-être pas acceptées par l'entreprise. Donc, si du jour au lendemain, on est une compagnie Microsoft, on est vraiment dans l'écosystème Microsoft, on a tout en place, on se conforme au Zero Trust, mais que moi, je décide de mettre des documents dans Google Drive, dans Dropbox, peu importe ce serait quoi. Je veux utiliser une application tierce SaaS de type Trello, peu importe c'est quoi, c'est vraiment rien contre ces applications-là. En passant, c'est juste pour identifier les différentes applications SaaS avec des exemples. On veut pouvoir contrôler qu'est-ce qui est permis ou plutôt qu'est-ce qui est surveillé. Donc, on va pouvoir mettre en place des outils comme Microsoft Defender for Cloud Apps qui vont nous permettre de surveiller ces applications SaaS, Software as a Service, en question. Donc, on permet aux utilisateurs d'utiliser ce qu'ils veulent pour ne pas restreindre la productivité, mais on veut quand même garder un certain contrôle pour dire qu'il y a des données qui ne pourront pas y aller, ou on veut s'assurer que tel contrôle soit mis en place. Microsoft Defender for Cloud Apps s'intègre avec des centaines et plus de solutions tierces, donc permet justement d'avoir un œil là-dessus. L'infrastructure, bon, que ce soit local, infonuagique, des machines virtuelles, des conteneurs, des microservices, je veux dire, il y a énormément de vecteurs d'attaque dans tout ça. Il faut s'assurer que les mises à jour sont mises en place, que les versions, les configurations soient suivies. Donc, on déploie à partir d'un fichier de configuration auquel on fait confiance, que ça n'a pas été altéré. On va vouloir que les accès soient limités, soient juste pour une période de temps donnée. Donc, on va vraiment mettre différents contrôles à ce niveau-là, que ce soit justement avec de l'infrastructure as code où ce qu'on va pouvoir gérer qu'est-ce qui est déployé, qu'on va tout le temps redéployer par rapport à un script, un code qui est approuvé, une version qui est approuvée. Bref, il y a tout plein d'outils qui arrivent en ligne de compte là-dessus, que ce soit Azure DevOps, GitHub, qui est également aussi Microsoft maintenant. Mais aussi, on va avoir des outils à même Microsoft Azure. Donc, Azure Automation a des modules, veut pas, de validation, de configuration, d'inventaire, tout plein de choses qui vont nous permettre de s'assurer qu'on ne dévie pas de ce qui est approuvé. Et finalement, le réseau. Toutes les données sont accédées via un réseau quelconque, que ce soit Internet ou corporatif ou peu importe. On veut s'assurer de garder un contrôle là-dessus, prévenir les déplacements latéraux. Comme on faisait un peu référence plus tôt, on va mettre des pare-feux, que ce soit Azure Firewall ou une solution tierce pour le trafic nord-sud. On va protéger le trafic est-ouest, donc horizontal, euh, avec des groupes de sécurité réseau. On va segmenter nos réseaux pour ne pas nécessairement mettre une base de données dans le même réseau qu'un serveur web. On va les mettre dans des réseaux différents et uniquement permettre le trafic nécessaire. Donc, on n'ouvrira pas, par exemple, port 443 HTTPS directement à tous nos serveurs. On va le faire uniquement vers nos serveurs qui seraient, par exemple, de type web. Et de la même façon, nos serveurs de base de données, donc 1433 ou peu importe, on va le permettre uniquement de nos serveurs applicatifs, pas de n'importe où. Donc, il y a tout ça qui arrive en ligne de compte. Dans tous les cas, il faut s'équiper de différents outils. J'en ai nommé quelques-uns, il y en a bien plus, euh, pour analyser, pour contrôler ces éléments-là. Et comme Pierre a fait mention, c'est pas de quoi qu'on se lève le matin ou un dimanche après-midi quand on s'ennuie, on applique tout ça. Il faut y aller par étapes. Il faut s'assurer de l'impact que les changements apportent sur nos utilisateurs, sur nos applications. Donc, il faut y aller petit pas à petit pas, mais il y a des changements. Par exemple, ne serait-ce de dire on active le multi-factor, on active l'accès conditionnel. Donc, on va aller jouer dans le côté identité, Azure AD. On va commencer à mettre des fonctionnalités en place qui sont déjà là, mais qui ne sont peut-être pas activées. On va commencer petit pas, puis plus on en met en place, plus on se rapproche d'un modèle, je vais dire idéal, mais évidemment qui évolue tout le temps. Alors, sur cette note, on va transférer au prochain onglet pour, je laisserai la parole à Pierre, parler de résilience. En fait, Jean-Philippe, peut-être avant d'aller plus loin, on a une question au niveau du chat qui nous demande est-ce que les environnements SharePoint dans Teams et Procore sont fiables en termes d'intranet, de collaboration avec des externes et à l'épreuve des intrusions? Euh,
Je sais pas si tu as quelque chose, toi, que étant Oui, plus oui. spécialiste Microsoft que moi. Oui, oui, certain. Donc, au niveau SharePoint, dans Teams, mais bref, ultimement, c'est vraiment tout l'écosystème Microsoft 365. Qu'on parle de SharePoint, de OneDrive, de Teams. Bon, si on y va pas dans un ordre précis, mais déjà en partant, toutes les communications, c'est encrypté, c'est du HTTPS. Je veux dire, il n'y a rien qui se promène en clair. Donc, quand on parle du côté applicatif, il y a déjà ça qui rentre en ligne de compte. D'un point de vue applicatif, Microsoft ne veut pas, c'est des services web pour la plupart, a des pare-feux applicatifs, des WAF pour justement s'assurer que quelqu'un n'entre pas, par exemple, dans son authentification Office, va sur office.com et pour s'authentifier, rentre une ligne de commande SQL pour dropper une base de données. Je veux dire, il y a des WAF, il y a des éléments en place pour restreindre ça. Il y a du DDoS pour s'assurer que le service ne se fait pas attaquer et mettre à terre. Donc, il y a différents éléments aux différentes couches qu'on a parlé. Du SharePoint, je veux dire, c'est pas un petit serveur tout seul qui roule tout. Il y a des serveurs de recherche, des serveurs applicatifs, des serveurs de base de données. Bref, il y a tout plein de différentes couches. C'est un euh, multi-zone, je cherche mes termes, désolé. Il y a plusieurs couches à cette application-là qui sont chacune protégées, par exemple, par la notion de groupe de sécurité réseau. Donc, notre serveur de base de données en arrière de tout ça n'est pas disponible sur le web en HTTPS. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Il est uniquement accessible de notre serveur front-end qui est applicatif ou web. Donc, il y a différents éléments qui font en sorte que SharePoint, Teams, Microsoft 365 en général, oui, est sécurisé. Microsoft fait des tests d'intrusion et tout ça sur une base régulière aussi pour s'assurer de détecter euh, les failles de sécurité, s'assurer de mettre à jour. Évidemment, c'est un travail constant. Donc, est-ce que c'est fiable? Oui. Est-ce que c'est à l'épreuve de tout risque? Non, il n'y a aucune plateforme qui l'est rendu là. C'est la gestion du risque, c'est s'assurer qu'est-ce qui arrive s'il arrivait quelque chose. Mais en général, que ce soit Exchange Online, SharePoint et autres, ça demeure quelque chose qui est quand même éprouvé, qu'il y a des énormes équipes qui sont en place pour sécuriser ça, le maintenir à jour. Beaucoup plus, en fait, qu'on peut probablement faire quand on roule, je dis l'équivalent, là, mais sur site. Je me déploie une ferme SharePoint. Je doute qu'on ait des centaines et des milliers de gens qui s'occupent de la sécurité de tout ça, là. Donc, réponse courte, oui, c'est fiable. Il y a différents systèmes en place pour aider ça. Puis j'aimerais peut-être rajouter un petit aspect à Oui, ce oui. niveau-là. Là. Comme je disais, je ne suis pas un spécialiste M365. Tu as parlé de l'aspect technologique, responsabilité, quand on parle de responsabilité tantôt partagée. Par contre, vous, en étant un utilisateur de la plateforme, vous avez aussi des responsabilités. Il y a des bonnes pratiques à suivre sur comment vous partagez des données. S'assurer que, exemple, si vous partagez des données en écriture, s'assurer que vous authentifiez les utilisateurs sur les dossiers que vous partagez dans votre SharePoint en externe, des choses comme ça. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Par contre, on a des spécialistes chez ITI qui sont très poussés à ce niveau-là. Donc, si jamais vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à nous impliquer. On a de l'expertise à ce niveau-là. Donc, Exactement. Donc, laisser un site SharePoint ouvert au web, anonyme et avec nos documents corporatifs, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, on a une part de responsabilité pour mettre les bons accès en place, mais tout ça est possible. maintenant, pour la prochaine partie, parlons de résilience. Euh, Jusqu'à maintenant, on a parlé de risques, on a parlé de plein de solutions, euh, défense en profondeur, zéro trust, pour mitiger ces risques-là. Euh, on en arrive, généralement, on mitige nos risques, on en arrive à accepter les risques résiduels, mais il reste des risques. On a, comme je disais, des risques résiduels, il nous reste des éléments qu'on a acceptés, qui ne sont pas éliminés. Que fait-on si ce risque se matérialise? Euh, Quand on dit se matérialiser, là, on a un désastre naturel, on a un incident de sécurité, un ransomware, ce genre de choses-là. C'est là que
notre préparation à assumer ce risque-là, à assumer cet incident-là, va nous amener vers de la résilience. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas de recouvrement de désastre? Qu'est-ce qu'on fait pour une réponse à un incident? Euh, Tout ça ensemble, généralement en cybersécurité là, ou en sécurité de l'information tout court, on va parler souvent de les gens, les processus et les technologies. People, process, technology. Donc, pour en arriver à de la résilience, là, c'est vraiment l'ensemble de tout ça, c'est d'avoir les bons processus, les bonnes équipes. Puis quand on dit les bonnes équipes, c'est pas nécessairement juste les gens à l'interne. Il y a aussi vos partenaires à travers ça. Donc, d'avoir des gens qui peuvent vous épauler, les bonnes équipes, autant à l'interne que chez vos partenaires pour vous épauler dans un cas de désastre ou un incident de sécurité. Et la technologie vient en fait, épauler ces processus et ces gens-là. Donc, souvent, là, quand je disais, là, people, process, technology, c'est dans cet ordre-là. Donc, c'est très important. Euh, Souvent aussi, admettons, on parle de recouvrement de désastre. Moi, j'en ai fait quand même beaucoup des essais de relève dans ma vie. Et une des choses que j'ai déjà vues, c'est oui, oui, on est prêt, on a un environnement de recouvrement de désastre. OK, vous avez répliqué vos données vers un autre site, mais est-ce que vous avez une procédure pour relever ça? Parce que oui, c'est de dire on relève tout ça, mais comment est-ce que je connecte mes utilisateurs? Comment est-ce que je communique avec mes utilisateurs? On a une situation de désastre. Comment est-ce que je communique avec eux pour dire écoutez, maintenant, vous vous connectez là? Euh, il y a tout un, il y a vraiment tout un processus à mettre en place et il y a un processus à tester aussi. C'est un aspect qui est très important de s'assurer pour en arriver à de la résilience, c'est de tester vos processus. C'est tester vos processus, tester vos gens, faire des simulations. OK, on a testé, c'est beau. Puis c'est comme ça qu'on progresse aussi, qu'on revalide. Votre organisation change dans le temps. Mon processus est-il encore valide? Est-ce qu'on a rajouté des nouveaux systèmes? Oh, ce système-là, il n'a pas suivi. On teste, on s'en rend compte, c'est le moment de s'en rendre compte, c'est le moment d'ajuster nos processus. Même chose pour un incident de sécurité. La réponse à un incident de sécurité, vous faites crypter vos données. Pas comme si ça n'arrivait pas, malheureusement. Vous faites crypter vos données. C'est pas nécessairement la même réponse, le même processus qu'un désastre naturel. Vos bureaux ont brûlé, vous êtes fait crypter vos données. Le résultat est le même. Mes données sont inaccessibles, mais la réponse va être différente. Donc, c'est important de penser à ça puis de regarder ça. Donc, tester ces processus-là, tester la technologie que vous avez mis en place. On parle aussi au niveau de résilience, la redondance humaine. C'est un aspect, on parle souvent de redondance technologique. OK, je réplique mes données, puis ainsi de suite. OK, nos humains, on ne se le cachera pas, là, tantôt, je parlais que le cœur de nos organisations, c'est nos données en cybersécurité, oui, mais le cœur d'une organisation, plus que ces données, c'est ces humains aussi, c'est les gens qui composent cette organisation-là. Je connais aucune organisation qui fonctionne sans son équipe, qui fonctionne. Bon, on parle bien gros de AI puis de ChatGPT, puis tout le monde parle qu'ils vont remplacer, mais moi, je vous le dis, il va toujours avoir encore des êtres humains dans les organisations. Puis c'est important, des gens, justement, d'avoir une certaine redondance, pas avoir une seule personne qui est pas capable de tout faire, mais qui est absolument indispensable, de s'assurer qu'on a, OK, Pierre connaît sur le bout des doigts la procédure de recouvrement de désastre. OK, mais Jean-Philippe doit la connaître aussi pour que si Pierre, pour une raison X, le désastre survient, puis il est à quelque part en voyage à l'autre bout du monde, puis il n'est pas joignable, ben, on se retrouve pas justement dans une situation on a des belles procédures, mais on n'a personne pour l'appliquer on a personne qui sait comment l'appliquer. Donc, c'est tous des éléments qui sont très importants pour en arriver à avoir de la résilience. Donc, c'est pas mal ça au niveau de la résilience. Comme je disais, la technologie a des choses qui peuvent vous aider là-dedans. Azure a des outils. Peut-être Jean-Philippe, si tu veux peut-être en parler un petit peu rapidement là, au niveau résilience, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Oui, oui, ben, en fait, vite, vite, puis on va pouvoir passer, en fait, il y a une très belle transition avec la prochaine diapo aussi. Mais d'un point de vue Azure, côté résilience, je vais parler principalement du côté technique. Alors,
bon, on voit une explosion nucléaire, là, c'est pas ça qu'on souhaite, bien entendu, mais une région qui aurait des problèmes, une zone qui aurait des problèmes, il y a différents niveaux de redondance possible dans Azure pour ultimement ce qui s'appelle un blast radius. Donc, dépendamment de l'impact d'un problème quelconque, comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Donc, il y a des régions dans Azure, Canada Central, Canada East, qui sont dans une géo en tant que telle, le Canada lui-même. Mais dans, par exemple, Canada Central, il y a plusieurs zones, plusieurs centres de données qui constituent cette région-là. Donc, dépendamment du niveau de résilience qu'on souhaite obtenir à ce niveau-là, c'est possible. On va parler évidemment, quand on parle de résilience, souvent sauvegarde, reprise après désastre. Donc, Azure Backup, Azure Site Recovery, on peut envoyer une copie de nos backups, de nos machines répliquées dans une autre région, une autre zone. Donc, on est capable vraiment de gérer et d'avoir en place une solution qui va nous permettre de survivre à différents types de crises, différents types de problèmes, que ce soit une tempête du verglas, un désastre naturel, que ce soit un conflit national, peu importe ce serait quoi, bref, on est en mesure de pallier à ça via différents outils. Et Pierre a fait des mentions, veut pas, par rapport à l'humain dans tout ça. Hyper important et ça nous apporte à la prochaine diapo que je vais laisser Pierre Effectivement, présenter. comme je disais précédemment, l'humain est très important au niveau des processus et ainsi de suite, d'avoir les bonnes équipes en place. Par contre, là, à ce niveau-là, je parlais peut-être plus au niveau d'équipe TI, équipe cybersécurité et ainsi de suite. Par contre, faut pas oublier l'humain en général dans l'organisation. Donc, moi, quand je parle de ça, là, je parle vraiment de l'aspect sensibilisation au niveau de la sécurité informatique, de la sécurité des données. Donc, c'est important. On est très techno de notre côté. On parle beaucoup de solutions zéro trust et ainsi de suite. Par contre, on peut avoir les meilleures technologies, meilleurs processus, la meilleure équipe TI et ainsi de suite. Si on n'éduque pas et on conscientise pas nos usagers face aux risques et aux menaces, on oublie un aspect très important de la gestion de notre risque et de ce genre de choses-là. Donc, c'est important à ce niveau-là. Puis quand je dis conscientiser, là, dire à un usager, il ne faut pas que tu cliques sur un mail de quelqu'un que tu ne connais pas, c'est une chose. Mais on peut aller plus loin que ça. Pourquoi il ne faut pas que tu cliques? Qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence? Vraiment les éduquer. Moi, j'appelle ça du user enablement. Parce qu'un usager qui comprend pourquoi il ne le fait pas, il va plus changer son comportement que juste le faire par Oh, faut pas que je clique. Donc, c'est important de vraiment là, ce qu'on appelle au niveau awareness, donc la conscience de l'impact et ainsi de suite. C'est important de communiquer ça avec vos utilisateurs. Je sais que c'est de quoi qui se fait beaucoup plus. Si on remonte à là, 3-4 ans, c'était moins commun. Maintenant, avec la prépondérance des attaques et ainsi de suite, les organisations investissent beaucoup plus là-dedans qu'autrefois. Mais je le répète, j'aime ça le ramener tout le temps. C'est un élément qui est très important à ce niveau-là. Donc, c'est un point à ne pas oublier. Merci Et Pierre. Excusez, je vais pas couper. non, c'est terminé. Je pense que c'est le point important que je voulais mettre. Je voulais passer. Donc, et en résumé, donc, au niveau de la gestion de la sécurité, on a parlé de gouvernance, conformité standard, aussi gouvernance risque, conformité, dans la mesure où c'est un élément qui est important à prendre en compte. Puis comment est-ce que Azure peut vous aider, particulièrement au niveau conformité et standard, le nombre imposant de conformité et standard que Azure a déjà implémenté, a déjà de l'expérience avec, qui peut vous aider à atteindre ce niveau-là parce qu'il y a une partie de la responsabilité, pas l'entière responsabilité, mais une partie de, justement, niveau responsabilité partagée dont on a parlé aussi, des éléments que vous pouvez partager la responsabilité en utilisant les ressources de Azure. On parle de responsabilité partagée, on parle aussi de transfert de risque qui peut vous aider à alléger la gestion de vos risques parce qu'on transfère une partie de la responsabilité chez un fournisseur cloud comme Azure. Sur le on a parlé de défense en profondeur, l'oignon, le cœur, c'est vos données. Ensuite de ça, des couches multiples pour rendre la vie plus difficile et réduire l'impact
d'une brèche on parle d'une brèche, mais on parle aussi ça peut être une cause naturelle, un désastre naturel, réduire l'impact de ça parce qu'on a multiples défenses et de la profondeur dans notre défense. On a parlé de Zero Trust aussi. Comment est-ce que la sécurité évolue avec le périmètre? Comment est-ce que maintenant on a des outils pour s'assurer de valider en continu la sécurité de nos usagers, nos endpoints, nos données, notre infrastructure? Donc, c'est un élément qui est à regarder. Comme on dit, on n'est pas obligé de passer de zéro, en fait, de zéro trust à full zéro trust. Il y a des étapes par étape qu'on peut progresser là-dedans pour améliorer notre posture de sécurité. Et finalement, la résilience et l'humain, qui sont un petit peu deux choses là, que je trouve interreliées. Résilience, processus, s'assurer que si malgré tout ce qu'on a fait, il y a un risque en fait, qui se concrétise et qui devient une réalité, comment est-ce qu'on a mis en place des mesures pour réduire l'impact de ce risque-là sur notre mission d'affaires, sur notre organisation? Ça, c'est important. On veut le, avoir le minimum d'impact possible quand un risque se concrétise. Et pour finir, on n'oublie pas l'humain dans l'organisation. Conscientiser nos gens, les éduquer sur la cybersécurité, les risques et ainsi de suite, de façon à augmenter leur awareness de ça et changer les comportements des utilisateurs pour avoir un comportement plus sécuritaire. Sur ce, je crois que ça fait le tour de notre côté. Donc, je crois que je laisserai la parole à notre collègue Sébastien qui a quelques mots de fin à vous présenter. Oui, bien sûr. Merci, Pierre. Hein, merci, les gars. Super intéressant comme sujet. Puis écoutez, merci à tous d'être venus sur cette présentation-là. Présentation qui conclut une suite de 3 présentations de Cloud Convo. On a vu initialement comment démarrer dans l'info nuagique avec les zones d'accueil, comment optimiser l'environnement avec l'optimisation des coûts, des performances, bref, optimiser les solutions. Et puis aujourd'hui, on a vu au niveau de la sécurité. Donc, merci à tous de vous être joints à tout ça. La seule chose que je vais vous dire, en fait, puis on va se garder une séance de questions là, dans 30 secondes, en fait. Là. Donc, gardez vos questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. On reste avec vous sur l'appel. Tous les sujets qu'on a vus, c'est de la théorie, c'est de la pratique hyper intéressante, mais maintenant, comment que vous faites ça dans votre environnement à vous, on peut définitivement vous aider. Donc, c'est avec plus de 200 transformations infonuagiques de plusieurs types d'industries au niveau de l'éducation, de la santé gouvernementale, corporatif, dans plusieurs secteurs corporatifs aussi. On est en mesure de vous aider. Spécialisation avancée, partenaire on a eu plusieurs nominations au niveau partenaire de solutions Microsoft. Donc, on a vraiment l'équipe en place pour vous aider de A à Z. Donc, ce que je vous encourage à faire, je vous partage tout de suite dans les commentaires comment prendre rendez-vous. En fait, c'est un petit lien très facile pour vous. Complétez le formulaire ici. Et puis, on va vous communiquer avec vous pour discuter du sujet qui va vous intéresser au niveau de l'info nuagique. Donc, en ayant participé à cette présentation aussi, vous avez automatiquement là, 1 heure là, gratuite là, avec nos spécialistes, mais on veut continuer la discussion puis voir comment KTI, on peut vous aider à faire ça, à accomplir vos objectifs dans les fonds nuagiques. Allez nous suivre aussi sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait. Et puis abonnez-vous à notre infolette. Notre infolette, vous pouvez la trouver sur notre site iti.ca. Tout en bas, vous vous abonnez à l'infolette. Et puis, suite à la présentation, donc la présentation et plus d'informations vous sera acheminé par courriel. Donc, merci à tous. On reste avec vous si vous avez des questions. Donc, gênez-vous pas. On est là pour vous. Merci Sébastien, merci Pierre. Puis peut-être pour répondre à une des questions qui a été posée, puis j'ai vu à quelques reprises, mais donc, autant pour la présentation ci-présente que pour les présentations passées. Donc, on avait fait la gestion des coûts et la partie zone d'accueil, donc dans Azure, les 2 premiers webinaires de notre série. Donc, les 3 webinaires sont et vont, dans le cas présent, être disponibles, en fait, via notre infolette, via LinkedIn. Donc, on va vous faire partager l'information via l'infolette, mais ça va être disponible sur LinkedIn dans les
prochains jours, là, juste le temps, évidemment, de compiler toute l'information. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Entre-temps, on va regarder le clavardage. J'ai vu, il y avait une question, entre autres. Pouvez-vous parler de la cyber-résilience? Comment fonctionne la cyber-résilience? La cyber-résilience, en fait, est un sous-élément de la résilience. Un petit peu le même principe, je pense que la comparaison est bonne là, quand on parle de sécurité de l'information et de cybersécurité. La sécurité de l'information est plus vaste. Cybersécurité est un sous-élément de la sécurité de l'information. Donc, la sécurité de l'information, on va parler de tout ce qui est l'aspect physique. Exemple, comme je disais, garde de sécurité, système incendie, et ainsi de suite, ça fait partie de la sécurité de l'information, ça fait partie de la sécurité de l'organisation. La cybersécurité touche l'aspect digital de la chose. Donc, vraiment, l'aspect technologique pur et dur. Résilience, cyber-résilience, c'est un petit peu la même chose. C'est deux choses qui, quand on va parler de cyber-résilience, admettons, c'est là qu'on va parler OK, ma réplication vers un autre centre de données, et ainsi de suite. Quand on va parler de résilience, c'est OK, je réplique vers un autre centre de données, mais mes processus autour de ça pour relever ça au niveau de mon organisation. Exemple, on a déménagé notre data center de l'autre côté, partie cyber-résilience, OK, mais mon entrepôt a brûlé parce que je reçois comme stock, j'ai un deuxième entrepôt temporaire. Ben ça, c'est, comme je dis, on englobe la résilience, la cyber-résilience, pardon, mais on va plus loin au niveau de l'organisation. Fait que c'est un petit peu ça, là. La cyber-résilience, c'est l'aspect digital de la chose. Nous, en TI, souvent, on va travailler plus du côté cyber-résilience. Par contre, au niveau des organisations, il faut penser à plus large que ça dans nos opérations. Donc, En effet, puis peut-être un petit mot à ce sens-là. On parle évidemment beaucoup de technologie, Microsoft Azure, des produits qui vont nous aider, etc. On parle de cyber-résilience. Comme Pierre mentionne, c'est sûr, on est une compagnie en informatique, donc on a un certain axe là-dessus. Par contre, ça demeure pas, ça demeure que tout ce qu'on a présenté à un certain degré est applicable en général. Oui, de la sécurité, ça s'applique à l'info numérique, ça s'applique à des environnements locaux. La sécurité s'applique à beaucoup plus que les TI aussi. Donc, en effet, qu'est-ce qui se passe si je ne peux plus livrer ma marchandise? Ce n'est pas nécessairement relié à de l'informatique, nécessairement ou directement, mais un plan de recouvrement ou du moins de considérer tous ces éléments-là, c'est une discussion très, très large, beaucoup plus que l'informatique précisément. Donc, on a adressé un subset, une petite partie de la sécurité avec l'aspect plus technologique. Puis encore là, on a simplement effleuré le sujet.